les nouveaux lieux où se fait la médiation numérique aujourd'hui. Merci déjà à ceux qui sont encore là en fin de journée, après quand même une journée assez intense, où on a commencé à aborder ces mutations du secteur de l'inclusion numérique qui font que aujourd'hui, moins que jamais, elle est quelque chose en soi qui consiste à juste apprendre à utiliser des outils, mais que l'inclusion et la médiation numérique s'inscrivent dans des contextes, dans des environnements, dans des lieux avec des sujets précis sur lesquels la société est en train d'être transformée avec le numérique. Et donc, pour cette dernière séquence qu'on a appelée « On refait le match », on va essayer de revenir sur les différentes choses qu'on a pu voir aujourd'hui en compagnie de quelques témoins qui étaient avec nous pendant cette journée et qui, si on n'avait pas traité le sujet de cette manière, n'auraient peut-être pas, en tout cas pour la plupart d'entre eux, été présents à un événement tel que Numérique en commun, puisqu'ils appartiennent à ces univers, à ces lieux, à ces contextes où aujourd'hui se pose aussi la question de la médiation numérique. Donc, je vous présente ces témoins qui vont nous partager leur rapport d'étonnement, sachant que les gens parmi vous ont également mis des post-it sur le mur du fond et qu'on aura quelquefois un dialogue indirect qui va s'organiser entre ceux qui sont sur scène ici et puis ceux qui ont laissé leurs remarques là-bas. Et donc, je vous présente dans l'ordre de droite à gauche, gauche à droite, Robin Piré-Viron, de la coopérative numérique des 7 Vallées, qui nous parlera des sujets relatifs au numérique en ruralité. Margot Tristram, responsable des partenariats chez Open Digital Education, les éditeurs de l'espace numérique de travail des écoles, collèges, des lycées des Hauts-de-France, qui nous parlera en partie et notamment du sujet du numérique à l'école. Ensuite, Magali Roger, chargée de mission innovation sociale et médiation numérique à la métropole européenne de Lille, qui, elle, aura regardé l'événement à travers le prisme des tiers-lieux. Enfin, nous avons Jean-Baptiste Julian et Stanko Brujic, qui représentent la Fédération des centres sociaux et qui, eux, nous parleront du sujet de la médiation numérique dans le monde associatif. Alors, ils sont un peu moins peut-être étrangers à des événements comme le NEC que d'autres représentants ici. Et enfin, nous avons Anaïs Petit, consultante senior chez Archipel & Co, qui nous fera son retour et son rapport d'étonnement sur la question de la médiation numérique en entreprise. Et finalement, tout à droite, M. Didier Kersioli, administrateur délégué à la MGEN, qui nous parlera des questions de médiation numérique autour de la santé. Voilà, donc comme vous voyez, un éminent panel. Et donc, à la fois, on va faire un peu comme ça, en improvisation, une restitution impressionniste des ateliers qu'il y a eu tout à l'heure, et je pense qu'ils feront l'objet d'une restitution a posteriori. Et ensuite, on s'interrogera sur la manière dont ces différentes thématiques ont irrigué la journée d'aujourd'hui et dont ça a pu susciter étonnement, surprise, questions, problématiques, pistes de solutions. Qui commence? On va le faire dans l'ordre inverse des présentations. Didier, je vous propose de nous partager quelques mots de ce que vous avez vécu dans cet atelier sur la santé et la médiation numérique. Est-ce que ça marche? Voilà, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Et ce matin, donc, l'atelier sur la santé auquel j'ai participé, effectivement, je me suis rendu compte qu'avec les acteurs qui étaient là, on était une petite dizaine, en fait, on a essayé tout de suite de repositionner toute la galaxie de tous les acteurs, de tous les intervenants autour de la santé. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément et qu'il n'y avait pas forcément des liens. Et qu'au milieu de tout ça, alors on dit au milieu, mais je ne sais pas si finalement
Et au milieu, il y a quelqu'un qui s'appelle le citoyen, qui est usager, parfois patient dans des situations particulières en tant que patient et parfois résident dans un établissement aussi, et que ce n'était pas facile pour lui de s'y retrouver et qu'il y avait en matière de numérique en tout cas et d'accompagnement, d'utilisation des outils numériques, beaucoup de choses encore à faire qui sont devant nous, et notamment avec ce qui va nous arriver dès l'année prochaine, notamment l'espace numérique en santé qui va être ouvert pour chacun des citoyens assurés sociaux dans ce pays. Et voilà, on a rempli deux grandes feuilles avec beaucoup de flèches et beaucoup de patates qu'on a reliées entre elles, et chacune pouvant encore être démultipliée, tant il y a d'acteurs et tant il y a de réalités, que ce soit au niveau national, régional et local aussi, qu'il faut appréhender. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une problématique particulière qui vous aurait frappé ou dont vous seriez satisfait qu'elle ait été traitée, C'est celle de trouver le lien, puisque en tant qu'à la MGN, par exemple, on est très sensible au sujet du numérique, on en est conscient. Par contre, notre métier, c'est la santé, c'est aller vers le mieux-être et le mieux-vivre, c'est d'accompagner nos adhérents à cette fin, mais les acteurs conseillers que les gens peuvent avoir au téléphone ou voir dans les accueils, ils ne sont pas eux-mêmes spécialistes du numérique en tant que tels. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Ce n'est pas le métier des conseillers. Autant ils sont experts en matière de santé, et que ce soit administratif ou en matière de conseil en matière de santé, mais autant ils ne sont pas, s'approprient pas le numérique. Donc là, il y a besoin d'acteurs dont c'est le métier. Et donc, vous voyez là éventuellement une piste d'interpellation, de partenariat possible avec les acteurs de la médiation numérique sur ces sujets d'acculturation de vos personnels d'accueil. Ouais, je pense qu'il y a là beaucoup de choses qui seraient possibles en fonction des territoires, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, où nos adhérents, les assurés sociaux se retrouvent parfois vraiment seuls et éloignés. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Hein. Je donne un exemple pour l'illustrer. On a, MGN étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on a des militants qui sont impliqués dans chacun des départements. On a participé à la campagne avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur la vaccination des plus de 80 ans contre la Covid. Et ce sont plus de 300 bénévoles qui ont appelé pendant 4 semaines les plus de 80 ans avec une habilitation à prendre rendez-vous à leur place sur Doctolib pour qu'ils puissent se faire vacciner contre la Covid. En effet. FX, est-ce que du côté du mur des contributions, on a des sujets, des questions ça fait écho à ce qui vient d'être dit, justement. Il y a un enjeu aussi de détection des personnes distantes du numérique. Comment est-ce qu'on fait pour les détecter? Et il y a une autre question de laquelle découle une problématique, donc c'est comment les accompagner justement dans l'accès à l'information via l'outil numérique. Et enfin, le besoin qui a été identifié et repéré, c'était comment en fait accompagner à la prise de rendez-vous via des plateformes pour le compte de personnes exclues. Donc inclure le réseau de prescripteurs là-dedans pour faire aussi à la place d'eux. Donc vous avez en partie déjà répondu. Ça vous avez envie de compléter ou c'est bon? C'est bon. Ok, merci Didier. On va donc passer maintenant à la thématique des associations, le numérique dans le monde associatif. Et donc, je vais proposer à Stanko et ou Jean-Baptiste, puisque c'est le monde associatif, hein, ils sont toujours collectifs. On sera à deux, effectivement, merci. Déjà, je tiens à remercier Faustine parce que l'ouverture de l'atelier, on a vécu un icebreaker assez original et voilà, avec les bonbons et c'était chouette. Ça nous a permis du coup de faire connaissance et très rapidement embrayer finalement sur des échanges et des partages de ressources tels que plein d'outils en fait qui permettent donc d'accompagner les habitants et de mettre en place des actions de médiation numérique. On a parlé aussi de maillage partenarial. En fait, du coup, les acteurs sur nos territoires, tels qu'Emmaüs Connect, les centres sociaux connectés, qui œuvrent depuis 2017 sur l'opération en fait en lien du coup avec les habitants, mobiliser donc les habitants, les partenaires, les bénévoles et les salariés pour toujours du coup améliorer la vie quotidienne
et surtout aussi de la montée en compétences en fait en interne et auprès des bénévoles. Les problématiques qu'on a pu du coup, excuse-moi JB, j'ai envie de parler de problématiques, c'est bien bien. Alors, je constate que le monde associatif s'est approprié le point de vue du public. Hein. En fait, c'est l'habitude. C'est nos post-it, c'est notre papier. C'est comme ça. Donc oui, les problématiques, on s'est interrogé sur les subventions, la difficulté aussi d'aller chercher des subventions qui sont aujourd'hui sur des projets. Donc aussi la difficulté pour des bénévoles, parce que aujourd'hui, on a aussi des associations il faut le souligner, qui sont gérées que par des bénévoles, et donc le besoin d'avoir des compétences professionnelles, et donc comment accompagner aussi la formation des bénévoles pour répondre à ces demandes de subventions. On a mis le bénévolat en force et faiblesse à cause de ça, et aussi on s'est interrogé sur comment les conseils d'administration, les directeurs, les salariés accueillent le bénévole dans leur structure. À quel moment le bénévole, en fait, ne se retrouve pas avec une fiche de poste et des compétences à avoir obligatoirement et presque des entretiens d'embauche. Donc, on s'est interrogé sur vraiment l'essence même de ce que c'est qu'un bénévole, une personne de bonne volonté qui vient et qui peut rentrer dans la structure librement et qui peut donner un coup de main s'il a envie. On s'est interrogé aussi rapidement sur le bénévolat un petit peu ponctuel, la personne qui vient qu'une heure ou deux, comment on l'accueille, est-ce qu'on lui dit si tu ne viens pas plus, tu ne viens plus, voilà. Ça, c'était la grosse problématique, les subventions et le bénévolat. Alors, juste une question. En fait, de quelle manière ces sujets sont-ils impactés par la question numérique ou par les… Pour le bénévolat, je pense que les impacts sont assez clairs et qu'on en a d'ailleurs parlé également dans l'atelier école, puisqu'il y a une individualisation de l'engagement bénévole qui est constatée un peu partout dans le monde associatif. Mais sur les subventions, il y a une relation, vous voyez une relation où c'est un cas général dans le monde associatif, le besoin de monter des demandes de subventions. En fait. Des demandes de subventions. Après, on a tout ce qui est plateforme aussi. On a également le besoin d'aller chercher de l'information sur les réseaux. Aussi, avoir des outils numériques de demande de subventions qui ne sont pas forcément évidents non plus pour tout le monde. Donc oui, ça en fait partie, évidemment. Mais là, on était surtout sur une approche très globale. Ouais. D'où l'importance du coup de mettre en place des actions, de monter en compétence de nos bénévoles en fait. Ouais. Sur l'usage du numérique. Oui, c'est ça, qui va permettre de développer davantage de collaboration entre salariés, bénévoles et l'ensemble de… Le cercle vertueux. Et sur donc, le besoin, on était parti sur un besoin effectivement d'outils à partager, mais aussi en fait… les outils qui sont en constante évolution, qui dépassent en fait les salariés et les bénévoles, parce que dès qu'on maîtrise un outil, il y en a un nouveau à maîtriser. Dès qu'il y a un logiciel qui est intéressant, c'est plus celui-ci qu'il faut utiliser. Donc la course un petit peu à l'évolution constante qui était une problématique pour nous, et le besoin aussi d'aller hors les murs. On se dit, on a nos structures, et comment on fait pour aller chercher les invisibles du numérique? Et voilà, on a soumis quelques initiatives, des trucks numériques mobiles, l'association établie qui va poser un établi sur un marché, qui va faire de la médiation numérique pour ensuite les amener sur des structures de médiation sur le territoire. Ainsi que les pop cafés. Et évidemment, les pop cafés. Et sur ce sujet de la course aux armements, là, c'est-à-dire le fait que ça change constamment, vous avez développé des pistes ou des idées, ou je ne sais pas, organisation apprenante, veille permanente, je ne sais pas, les sujets sont variés. Puis c'est vrai que dans le monde associatif, vous avez peut-être une capacité de réponse, on va parler des entreprises après, mais qui est en tout cas moins priorisée, organisée sur ces sujets-là. Comment vous appréhendez ça? Alors, dans le monde associatif, on est quand même très, très organisé, tout va bien. Mais ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on était un peu frustrés, pour te dire, parce qu'on a commencé à toucher à des sujets intéressants, des sujets de fond. Et c'est vrai qu'en une heure, on a eu envie, en fait, d'un après. Voilà. On comprend, et je crois que ça a été le cas de beaucoup de ces ateliers, puisque quand il a fallu s'arrêter pour aller manger, ce qui est quand même très rare dans un colloque comme celui-ci, personne n'a voulu se lever de table, il a fallu insister. Donc, je pense que les ateliers ont bien captivé les participants. On va se tourner maintenant vers le monde des entreprises et la médiation numérique en entreprise avec Anaïs, qui a participé à cet atelier.
Anaïs, qu'est-ce que tu retiens de cette courte expérience d'1h15 ? Bonjour à tous. Je vais essayer de rendre justice à ce débat super riche qu'on a eu sur les entreprises. Déjà, pour commencer, l'angle qu'on a choisi, il y avait plusieurs angles possibles pour les entreprises. On aurait pu parler notamment des salariés dans les entreprises de taille intermédiaire ou dans les grands groupes. On a choisi de parler vraiment des TPE, qui nous paraît être le public vraiment pertinent pour le monde de la médiation numérique. Les TPE, le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 2 TPE sur 3 qui n'ont pas commencé leur transformation digitale, donc qui sont dans une situation d'éloignement du numérique. C'est évidemment un vrai risque pour ces TPE et pour l'économie, avec une pression de plus en plus forte de la part des clients qui ont des modes de consommation différents, des appels d'offres publics, des démarches à faire en ligne, des fournisseurs, des sous-traitants et autres. Il y a eu un énorme effet loupe du confinement et de la crise sanitaire, comme sur beaucoup de sujets. D'un coup, ça fait un peu la une des médias, les commerçants qui devaient fermer boutique et qui ne réussissaient pas du tout à s'emparer des outils numériques. Il y a eu vraiment le constat aussi qu'il y avait énormément d'aides qui avaient été mises en place pour les TPE et en fait que les entrepreneurs ne savaient pas comment réaliser la démarche ou trouver l'information sur quelle aide était disponible pour eux. Donc voilà, donc je pense que ça a mis, en tout cas, le fait que ce sujet remonte beaucoup aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de ces derniers mois et années. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a là un véritable angle mort de la question de l'inclusion numérique. Qui aurait pensé que des patrons d'entreprise soient exclus des pratiques et usages numériques? Et effectivement, un des enseignements de la crise sanitaire, c'est qu'au-delà des publics que l'on visualisait rapidement sur ces sujets d'inclusion numérique avant, personnes en situation de précarité, personnes en situation de pauvreté, un peu éloignées, qui ne sont pas allés très loin dans leurs études, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on découvre avec la crise sanitaire des catégories de personnes que, par défaut, on aurait considérées comme étant inclus, aguerris sur les pratiques numériques. Et du coup, effectivement, je pense que ça doit pas mal interpeller. Déjà, est-ce que vous aviez des acteurs de la médiation numérique à votre table ? Parce que comment ils réagissent? Je ne pense pas que psychologiquement, beaucoup de médiateurs numériques soient préparés à intervenir pour aider des patrons. Enfin, c'est en tout cas contre-intuitif. On se dit, c'est pas évident. Hein, comment... il y avait des acteurs de la médiation numérique autour de la table. Évidemment, je pense que ce qu'il faut dire, et Thomas, que je ne vois qui est là, l'a très bien dit en introduction, quand on parle d'entreprise, on ne parle pas forcément d'un gars qui a fait une école de commerce et qui a lancé sa petite entreprise. Hein. C'est aussi beaucoup de gens pour qui c'est plus facile de créer son propre emploi que de trouver un patron, comme on dit, et qui créent leur entreprise aussi parce que c'est la manière d'avoir un boulot, quoi, et c'est une sorte de stratégie de débrouille. Donc, il y a aussi plein de personnes qui sont gérants d'entreprises qui ne sont pas forcément des entrepreneurs tels qu'on l'entend et qui peuvent être tout à fait dans des situations d'éloignement du numérique telles que le sont d'autres publics, quoi. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que peut faire la médiation numérique dans tout ça et quels sont les différents leviers. Il y a 3 choses qui sont ressorties. La première chose, c'était que, comme n'importe quelle problématique, il y a un vrai besoin de comprendre cet enjeu et de comprendre la complexité en fait, de cet éloignement numérique. Et plusieurs choses. Premièrement, les TPE, c'est important de les regarder comme des TPE au sens où c'est un public vraiment super spécifique. Parce qu'en fait, un gérant de TPE, la plupart du temps, il est seul, il n'a pas de salarié. Et donc, il est tout à la fois. Et donc, la limite entre le perso et le pro, elle est hyper fine. C'est en même temps, donc, bien sûr, il y a un rôle là pour les acteurs de la médiation numérique au sens où la maîtrise des compétences personnelles vont du coup être clés pour ensuite développer une culture professionnelle. Et de l'autre, c'est un peu un piège où il faut aussi se dire que quelqu'un qui maîtrise Facebook, WhatsApp ou autre à titre perso, ce n'est pas pour ça qu'il a une compréhension de ce que peut être le numérique pour son entreprise et des opportunités qu'il y a là. Donc, c'est vraiment un public spécifique pour ça. L'autre chose, c'est que je vais me taper sur les doigts quand je parle de TPE, parce qu'en fait, parler de TPE, c'est parler de quelque chose de très vague. Personne ne dit « je suis une TPE ». On dit « je suis artisan, je suis menuisier, je suis boulanger ». Et donc, il y a autant de situations qu'il y a de secteurs, qu'il y a de métiers, qu'il y a de stades de développement dans la vie d'une entreprise. Et je pense on s'est dit qu'un des enjeux, c'était aujourd'hui vraiment de spécifier les messages et de réussir à comprendre la complexité de cette problématique avant de s'y attaquer, comme pour n'importe quelle problématique, vous me direz, mais il y a un vrai enjeu de comprendre un peu les nuances. Donc ça, c'était le premier sujet, qui nous a mené à parler vraiment de l'importance de diagnostiquer et d'utiliser des outils
pour mieux comprendre l'enjeu. Pour ça, il y a des outils qui existent. Il y a Pix, qui est un outil donc, dans le monde de la médiation numérique, mais il y a aussi les CCI, CMA, qui développent des outils pour mieux comprendre un peu les niveaux de maturité. Donc, premier sujet, mieux comprendre. Deuxième sujet, on s'est posé la question, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui existent, qui ont du mal à toucher leur public. Et donc, il y a des villes et autres qui lancent des ateliers, des formations pour les entrepreneurs et qui s'étonnent qu'il n'y a personne qui pousse la porte, en fait. Donc, beaucoup de dispositifs qui ne touchent pas leur public. Et là-dessus, on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu à trouver les bons canaux et les bons messages pour recruter. C'est la même chose que pour le grand public. Il faut les bons messages et les bons canaux. Et qu'il fallait réussir à mettre en avant les gains et les bénéfices du numérique, notamment pour les entreprises. Et encore une fois, avec des messages super spécifiques selon les profils d'entreprise. Et les gains, ça peut être du chiffre d'affaires, des parts de marché, mais ça peut aussi être du gain de temps, parce que quand on est un entrepreneur, on fait ses factures le soir. Et si en fait, on peut gagner une demi-heure ou 1 heure pour être avec sa famille, plutôt que de faire ses factures en utilisant un outil en ligne, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est super important. Et le troisième sujet, c'est on s'est dit, une fois qu'on a compris l'enjeu, qu'on a les bons messages pour convaincre, quelle offre il y a derrière, en fait, et quel est le rôle de la médiation numérique dans tout ça. Et là, il y a plusieurs réflexions qui sont ressorties, un peu comme pour tous les sujets. Il faut des nouveaux formats. Le format de formation où je m'assois sur une chaise et j'écoute de manière théorique un formateur, clairement, il n'est pas adapté pour la plupart des entrepreneurs qui ont une forme de défiance, en plus pour le formateur généraliste qui ne connaît pas vraiment le métier. Donc, il y a un gros enjeu autour du pair à pair, autour des nouveaux formats. Il y a des enjeux de nouveaux lieux. Et là, on rejoint d'autres problématiques, l'opportunité des tiers-lieux, qui sont des lieux où on peut faire venir les entrepreneurs pour une raison, et puis en fait les embarquer sur un autre sujet, un peu comme des prétextes. Et puis, il y a la question des synergies qu'on va créer avec les dispositifs existants de la médiation numérique, avec les conseillers numériques dont beaucoup se tournent déjà assez naturellement vers le public TPE et qu'il va falloir former et équiper, adresser ce public-là. Les passes numériques qui peuvent être mobilisées pour ce public et tout un tas d'autres ressources qui existent et qui peuvent être dédiées à ce public-là. Voilà. Donc, plutôt un atelier riche et avec plein d'inspiration. FX, est-ce qu'on a des questions, des observations? Oui, il y a un post-it qui est intéressant, justement, qui fait écho à ce que disait Anaïs entre la porosité de la vie privée du chef d'entreprise et sa vie professionnelle, donc la personne qui est derrière. Et la remarque au niveau de la bonne pratique, justement, c'était chercher à comprendre comment les humains utilisent le numérique et l'adapter à cette situation. Donc, vraiment, ne pas décorréler le chef d'entreprise de la personne et du citoyen qu'il est. Ouais, et pour réagir là-dessus, je trouve que c'est vraiment si je prends une posture un peu extérieure, c'est vrai que je ne viens pas de ce monde de la médiation numérique, et moi, ce que je vois, c'est que vous avez une manière d'aborder le numérique qui est de vouloir donner du sens au numérique pour l'individu, de l'autonomiser, de le voir en tant que personne, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque à beaucoup de dispositifs qui s'adressent à l'entreprise. Et donc, je me dis que si entre les deux, il y a vraiment quelque chose de super riche à créer, l'éthique et l'approche du monde de la médiation numérique et la connaissance de l'entreprise, du monde du DevEco. Mais c'est intéressant parce que, en même temps, je vous écoutais, puis j'écoutais juste avant Jean-Baptiste Estanco qui séparait les bénévoles, les salariés, etc. Puis vous qui disiez les artisans, les commerçants, les petits. Et je me disais que finalement, cette extension du domaine de la médiation numérique qui rentre un petit peu en détail dans des milieux constitués nous amène à faire des typologies humaines. Finalement, quand on s'adressait qu'à des personnes en situation d'électronisme et de fracture numérique, peut-être on allait moins en finesse dans les nuances entre une personne rurale, urbaine, dans tel type de précarité ou tel autre. On avait l'impression qu'il fallait faire du rattrapage, la voiture balai dont parlait ce matin Jacques-François Marchandise dans la conférence d'ouverture. Et finalement, en rentrant dans la complexité du monde, en rentrant dans des contextes diversifiés, singuliers, alors on se rend compte que, mais non, il faut un traitement différencié, spécifique pour un commerçant, un artisan, une personne ici ou là. Pareil dans le monde associatif, nos bénévoles dans telles circonstances, est-ce qu'ils pourront contribuer à apporter telle ou telle chose? Je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui peut interpeller les médiateurs numériques sur leurs pratiques, qui peut aussi nous inviter à travailler différemment. Puis l'autre chose que vous disiez à l'instant, je trouve assez inspirante finalement, c'est cette idée de penser offre de services différenciés, lieux spécifiques, conditions spécifiques, pédagogie spécifique, objectifs spécifiques. Et je fais un peu le lien avec la table ronde qu'il y a eu juste avant, qui était animée par Carmen,
où on a beaucoup entendu aussi cette idée que, par exemple, Gaëtan Perche de Tadao, qui disait bien qu'il a, lui, formé des gens au numérique il y a 20 ou 30 ans. Il apprenait l'informatique, la souris, le clavier, puis après la bureautique. Aujourd'hui, c'est des services de mobilité, services de ceci, services de cela, services de santé. Et effectivement, c'est une toute autre approche qui réclame en fait beaucoup plus de précision méthodologique aussi dans l'offre de services que va délivrer le médiateur, en fin de compte. Donc, enrichissement de la typologie des publics et d'un traitement différencié par catégorie de public, enrichissement également de la capacité à élaborer des offres de services spécifiques, quoi. Je peux compléter une dernière petite chose sur juste pour dire qu'il y a quand même des initiatives qui sont lancées sur ce sujet-là. Les assembleurs, quand même, c'est la raison aussi pour laquelle on fait cet atelier. On lancé une dynamique dans les Hauts-de-France d'accompagnement de collectivités sur ce sujet de l'inclusion, de la médiation numérique pour les TPE. Et moi, je venais ici aussi aujourd'hui parce que je travaille avec la Banque des territoires sur un appel à manifestation d'intérêt qui s'adresse aux collectivités territoriales qui peuvent se faire accompagner justement dans la mise en place de projets pour l'inclusion numérique des TPE. Donc, il y a une vraie dynamique aussi de l'État qui s'engage sur ce sujet-là. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Voilà. Merci pour le bon plan, en fait. On va maintenant parler des tiers-lieux. Et je rappelle, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient déjà hier sur l'événement des tiers-lieux, mais ce numérique en commun local a été organisé dans un esprit d'écho et de complémentarité avec la journée d'hier en compagnie des tiers-lieux, qui s'interrogeait de son côté, l'écosystème tiers-lieux, s'interrogeait de son côté sur la place que pouvait occuper le numérique dans le monde des tiers-lieux. Ça n'a pas été évident, hein. Côté tiers-lieux, ce n'est pas toujours évident, la place du numérique. On a eu aujourd'hui un atelier sur la médiation numérique et les tiers-lieux. Magali, je t'en prie, qu'est-ce que tu en as retenu ? Alors, en effet, on a un peu triché hier. On s'est réunis pour savoir si le numérique, ça avait sa place dans les tiers-lieux. On s'est posé cette question parce que les collectivités territoriales, généralement, s'adressent aux tiers-lieux à travers le spectre du numérique. Et on a des tiers-lieux qui nous disent « mais nous, le numérique, ce n'est pas du tout dans notre ADN ». Donc, c'était vraiment essayer de challenger un petit peu ça. Et on en a constaté à la fin de la journée qu'il y avait du numérique dans tous les tiers-lieux sous plus ou moins... Enfin, sous différentes formes. Donc voilà, aujourd'hui dans l'atelier, on avait à la fois des acteurs qui font de la médiation numérique, donc on avait des conseillers numériques qui étaient encore en formation, on avait des associations qui font de la médiation numérique et on avait aussi des collectivités territoriales. Et dans ces collectivités, des équipements qui font de la médiation numérique, donc portés par une collectivité. Ce qu'il en est ressorti, c'est que la première des choses, c'était qu'il fallait animer un réseau, animer des contributeurs, qu'on ne pouvait pas dire qu'on allait faire du numérique dans d'autres lieux, et notamment dans les tiers-lieux, sans pour autant avoir une dynamique commune et qu'il y ait quelque chose d'animé. Parce que si une médiathèque va faire de la médiation numérique, elle ne peut pas faire tout, toute seule. Si on voit... le nombre de formations qui sont proposées dans le cadre du Pass Haptique, on sait qu'on ne peut pas tout faire de toute façon. Donc, comment tout ça se répond? Et aussi, comment finalement on oriente les gens. Et que ce n'est pas à travers une carte numérique qu'on arrivera à orienter les gens. En tout cas, on va s'adresser à ceux qui vont orienter les publics, mais en tout cas pas aux publics finaux. Donc, animer, faire réseau, outiller aussi. Les tiers-lieux, il y en a pour qui la médiation numérique, c'est peut-être un service demandé par les citoyens, je rappelle que les tiers-lieux, c'est des besoins initiés par des citoyens, par des acteurs du territoire, et ce n'est pas descendant. Si on ne les outille pas, il y en a qui vont dire « moi, je ne sais pas faire, je ne veux pas faire, ce n'est pas mon sujet ». Donc, comment on peut apporter cette brique-là dans les tiers-lieux pour que ce soit facile, soit pour le faire, soit pour apporter des gens qui viennent faire à la place d'eux. Voilà, on a abordé le sujet de la gratuité, puisqu'on a des assos qui nous disent « mais nous, on ne va pas sur le pass numérique parce qu'aujourd'hui, on le fait gratuitement ». Et on a rappelé qu'en fait, on ne le fait pas gratuitement, puisque derrière, il y a des subventions et que c'est un affichage avant tout, et que peut-être si on valorisait une valeur monétaire à ce qui est mené, peut-être qu'il y ait plus de gens qui prendraient conscience que c'est quelque chose d'incontournable et qu'on ne peut pas passer à travers et qu'on ne peut pas dire « oh, la médiation numérique, ce n'est pas mon sujet ». Voilà, et on a parlé d'open badge, de certification.
parce que tout le monde ne fait pas les mêmes formations. Et donc, comment je peux flotter d'un acteur de la médiation à l'autre en renforçant en fait mes compétences et en les valorisant, en pouvant les valoriser, ne serait-ce qu'à travers un CV. Voilà, on a parlé de convivialité, parce que si on va dans un tiers-lieu, pour faire de la médiation numérique, ben, peut-être qu'on s'y sent bien, et en tout cas, c'est parce qu'avant, on n'a pas su pousser la porte d'un centre social, on n'a pas su pousser la porte d'une maison France Service ou d'autres acteurs parce qu'on ne s'y sent pas à l'aise, les entreprises entre autres. Dans un tiers-lieu, ben, on peut y entrer avec l'exemple de Pop Café, puisqu'Alexandre est avec nous. Pour boire un café, ça, on a les codes. On commande, on a notre café, on sait y faire. Et après, si on veut discuter, ben là, on osera peut-être un peu plus. Par contre, si je rentre dans un centre social et qu'on me demande vous venez pourquoi, ben, tout de suite, je suis plus en difficulté. Donc, voilà, c'est un exemple. Hein. Voilà, c'est peut-être pas le bon. Désolé. Je ne dis pas qu'on s'y sent mal. Non, je ne dis pas qu'on s'y sent mal, mais c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et enfin, on a parlé démocratie et empowerment, parce qu'on parle de médiation numérique, mais on ne s'adresse pas uniquement qu'aux gens qui sont en grande difficulté face au numérique et qu'il faut interpeller finalement l'ensemble du spectre de la médiation. On peut parler de consommation responsable du numérique, on peut parler de confiance numérique. Et donc, on a abordé un petit peu tous ces sujets-là et l'objectif, c'est d'autonomiser. Voilà. Merci pour ce compte rendu assez complet. Alors moi, il y a une question que je me pose avant de demander à FX ce que l'auditoire a apporté comme contribution. Mais peut-être c'est une impression faussée, mais j'ai l'impression que les tiers-lieux induisent des pratiques numériques. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux réserver une place de coworking, tu la réserves en ligne un peu, plus ou moins souvent, ou en tout cas, tu remplis un agenda plus ou moins sur une table. Enfin, souvent, il y a quand même, tu veux t'inscrire dans des trucs de circuit court, des machins comme souvent les tiers-lieux permettent de l'organisation comme ça un peu horizontale, et que cette organisation horizontale, finalement, induit plutôt plus de pratiques numériques que d'autres contextes, que justement faire une activité au centre social, une activité culturelle au théâtre d'à côté. Ou un truc. Quand on rentre dans un tiers-lieu, on est entouré d'un ensemble de choix où on est des fois amené à acter ses choix à travers des… Je trouve, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur ce sujet? Alors, on ne l'a pas du tout abordé. Moi qui connais un petit peu les tiers-lieux du territoire, je dirais que oui, il y a des tiers-lieux. Et en même temps, c'est bien aussi les plateformes coopératives parce que ça permet aussi d'outiller les tiers-lieux plus facilement et que les services soient rendus ou en tout cas proposés. Ici, à l'Imaginarium, vous venez quand vous voulez, il y aura toujours une place pour vous pour coworker. Donc, il y a aussi des contre-exemples, par exemple. Si vous voulez déjeuner, on peut, dans un tiers-lieu, on peut aussi décrocher son téléphone. On n'est pas obligé de réserver avec la fourchette ou n'importe quelle autre plateforme. Donc, il y a des exemples et des contre-exemples. Le principal, c'est de s'y sentir bien. Et comme on s'y sentirait bien, on aura envie, à la fois nous, de développer des choses et en même temps, de profiter des services et des activités qui seront proposées. Merci. FX, est-ce qu'on a des choses sur les tiers-lieux? Ouais, on a une problématique qui est ressortie justement au niveau de la structuration du réseau en tiers-lieux et comment structurer justement la médiation. Et ça pose des questions sur aussi l'animation de ce réseau. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler d'une échelle d'animation? Est-ce que cette échelle, elle devrait être au niveau régional, départemental, peut-être au niveau de l'EPCI? Je vous laisse en discuter. Magali, est-ce que ça… Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Sur la métropole, on a accompagné l'émergence de la compagnie des tiers-lieux, qui est un acteur, un réseau des tiers-lieux à l'échelle régionale et pas que la métropole, et qui œuvre dans ce sens. Donc, le réseau, il existe. Il travaille à outiller, à professionnaliser, à animer, à accompagner vraiment les acteurs et les services qui doivent être développés. Donc oui, il existe des réseaux. Après, à la métropole, on travaille avec mon collègue Anthony, par exemple sur les conseillers numériques, à les coordonner, à les mettre en relation pour pas qu'ils vivent seuls dans leur petite commune, mais bien qu'ils travaillent soit par bassin de vie, qu'ils fassent des retours d'expérience entre eux, des bonnes pratiques. Donc, ce réseau, il n'a peut-être pas été formalisé, si c'est ça qui était posé comme question,
mais il est en construction. Et à la métropole, on expérimente aussi, aux côtés de la NCT et d'autres territoires nationaux, la coordination territoriale de l'inclusion numérique, avec les assembleurs, avec la FEDE, avec plein d'autres acteurs. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble à une stratégie commune, à un diagnostic de territoire, et après, chacun œuvre en fonction de sa volonté, en fonction de ce qu'il veut faire. Ça répond à l'objet social de son entreprise, de son association, peu importe, mais qu'on avance tous dans le même sens et main dans la main. Donc, je pense qu'avec tout ça, on peut répondre, en tout cas. Merci beaucoup. On va maintenant parler de l'école. Les sujets numériques et d'inclusion numérique ont fait irruption fortement avec la crise sanitaire dans les écoles. Tout le monde se souvient qu'il a fallu assurer la continuité pédagogique et que ça a été acrobatique. Ça a changé beaucoup de choses puisqu'on a souvent tendance à parler du sanctuaire scolaire et tout à coup, les profs n'étaient plus devant les élèves, c'est les parents qui s'en occupaient. Et on a donc parlé de coéducation, de la coéducation en contexte d'école numérique, enfin d'école avec le numérique. Et je vais laisser Margot Tristram d'Open Digital Education nous faire part de son rapport d'étonnement sur ce sujet. Oui, du coup, on a abordé la question du numérique à l'école à travers cette question de la coéducation. Et déjà, le premier constat qui est venu assez rapidement autour de la table, c'était qu'en fait, la coéducation, ça ne va pas de soi. Déjà, c'était une première chose à poser. Et pour ça, c'était intéressant d'ailleurs de faire un petit rappel historique. Quand on se met bien en arrière à l'époque de la Révolution, quand l'école s'est organisée, ça a été construit contre la famille. Alors, c'est un peu violent de dire ça, mais c'est le cas en fait. C'est qu'à la base, l'école a quand même été mise au point pour finalement extraire l'enfant de son contexte familial, lui ouvrir d'autres horizons en dehors de contextes sociaux, de croyances religieuses, de particularités régionales. Ça a été conçu pour ça. Et je pense que ça, c'est quand même important de se le rappeler. Et ça entraîne beaucoup de choses aussi sur la relation école-famille aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'était le premier point qu'on a rappelé. L'autre chose, c'est que quand on, pareil, sur une question un peu historique, avant 1932, qui n'est pas si loin que ça, le ministère qu'aujourd'hui on appelle le ministère de l'Éducation s'appelait le ministère de l'Instruction et était uniquement chargé de l'instruction, tandis que les familles restaient aux manettes sur l'éducation, alors que post-1932, ça devient le ministère de l'Éducation qui, du coup, a les deux missions, instruction plus éducation. Et pareil, ça, c'est assez déterminant, puisque du coup, c'est l'école qui se retrouve avec les deux missions, instruction et éducation, et qui se retrouve donc avec la tâche complète et intégrale et en toute autonomie et en dehors du regard, du coup, des autres acteurs. Donc ça, c'était quand même le constat premier qui était important. Et finalement, la coéducation, c'est une notion qui est vraiment très récente. La première fois qu'on en parle un peu officiellement, c'est 1998, beaucoup plus officiellement avec le Code de l'éducation en 2013. Donc le fait d'impliquer les parents notamment dans la coéducation, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Donc on a commencé d'ailleurs en faisant la liste en fait de tout ce qu'on comprenait comme acteurs de la coéducation. Donc évidemment l'enfant, les parents, ça c'était évident, l'enseignant, mais aussi, et ça c'est important de le rappeler, et on avait notamment pas mal de représentants de tous les autres acteurs qui gravitent autour de l'enfant, qui sont du coup les organisations des territoires qui concernent les loisirs culturels, sportifs, aide aux devoirs. Donc voilà, donc ça c'était important de le rappeler. On comprend également les collectivités, le ministère, enfin voilà, il y a tout un écosystème qui gravite autour de l'élève. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que finalement, en faisant une cartographie un peu idéale de la coéducation, assez spontanément, tous, on était d'accord de mettre l'enfant au milieu et au plus proche de lui, ses parents, l'enseignant et quand même pas trop loin, les organismes dont on vient de parler. Donc ça, c'est ce qui nous venait assez spontanément. Et c'était intéressant de croiser ça avec la réalité du terrain. Donc du coup, Emmanuel le disait, Open Digital Education édite un espace numérique de travail qui a été conçu de base dans cette logique-là de collaboration, de communication avec l'élève au centre. On a conçu donc un réseau social éducatif qui a pour volonté de sortir un peu de cette notion de portail où le parent ou l'élève va se connecter sur le portail de l'établissement, mais où l'information va venir de différents acteurs et envoyée directement au public concerné. C'est-à-dire qu'un élève qui se connecte, un parent qui se connecte,
reçoit les informations qui le concernent. Donc ça, c'était quelque chose qui a été pensé comme ça. Après, dans les faits, et c'était intéressant de croiser du coup les remarques des parents, des différents acteurs qui étaient là, c'est-à-dire que dans la réception, en fait, et c'est ce qui se transformait en disant aujourd'hui la coéducation, c'est quoi? C'est que c'est l'école encore aujourd'hui qui est au centre et non l'élève directement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que malgré tout, c'est l'enseignant et l'école qui est le chef d'orchestre de ça, parce qu'on est face à un outil qui est institutionnel, qui vient soit d'une décision de l'enseignant de s'abonner à ces services-là, soit du territoire. Donc, on est encore sur finalement quelque chose qui est... sur les autres, il y avait une expression qui disait les autres doivent s'aligner, les parents, les autres acteurs doivent s'aligner. Et ça, c'était un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est de dire finalement qu'il y avait ces acteurs-là qui avaient une demande de pouvoir être en collaboration avec l'école et qui devaient, et on a repris d'ailleurs cette expression d'employer des ruses, c'est-à-dire d'arriver à trouver l'occasion d'un projet qui va permettre de s'associer à l'enseignant et peut-être dans la durée, du coup, de s'associer de façon plus longtemps, mais ça restait comme ça. C'est Jacques-François Marchandise ce matin qui Voilà. parlait de multiplier les ruses. Et c'est vrai qu'on a rebondi sur cette idée voilà. Sans vouloir t'interrompre. Voilà, donc pour pas faire trop long non plus, on a fait également évidemment un petit focus sur le confinement qui était quand même très important à préciser, sur le principe de la coéducation. De notre côté, évidemment, on a vu des connexions extrêmement multipliées par deux, des cas d'usage aussi extrêmement intéressants, c'est-à-dire qu'on sortait juste de la communication de notes et d'absence pour aller vers des usages pédagogiques tournés autour de l'élève, c'est-à-dire de la construction d'activités avec l'élève, avec ses parents. Donc voilà, des usages aussi qui se transforment. Après, il y a des choses qui sont importantes à retenir, c'est-à-dire qu'il y avait une post-confinement, une impression des parents d'avoir une relation qui s'est améliorée aussi avec les enseignants et vice-versa, et une volonté que ça se poursuive. Donc, un rapprochement qui a été inédit entre l'école et l'école et les familles. Mais ce qui était intéressant, c'était de se poser la question aussi de la suite et des retours qu'on peut avoir de la part notamment des élèves et des parents. C'est le fait que certes, il y a eu ce rapprochement inédit, mais qu'il y avait un manque de cohérence peut-être et de coordination, c'est-à-dire qu'on a des parents et des élèves qui se sont retrouvés face à des canaux de communication très divers, des enseignants qui chacun ont fait le choix de canaux et c'est pas toujours facile à gérer. Donc, il en ressort un besoin de coordination au sein des équipes pédagogiques. Et on a aussi étendu, et ça, pour le coup, on a été très rapide sur la fin de session sur les solutions, mais il y a des choses très intéressantes qui se sont dégagées, notamment sur, justement, pour en revenir au fait qu'il y avait parmi nous des acteurs d'organismes extrascolaires. C'était finalement le manque de lieux pour pouvoir échanger sur les visions de la réussite des enfants. Parce que tant qu'en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, l'école reste le centre, donc la notion de réussite éducative, la notion de réussite, c'est la réussite scolaire, c'est la réussite des apprentissages, alors que finalement, ce serait intéressant de croiser ces visions de la réussite et d'aller peut-être plus vers des notions de réussite éducative plus larges, des notions de réussite collective et moins de réussite individuelle. Et ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, en tout cas chez Open Digital Education, parce que si on s'est lancé dans le sujet des espaces numériques de travail avec un axe fort sur la pédagogie et non sur les questions de vie scolaire telles les notes et les absences, c'était justement dans la volonté d'aller vers la réussite de l'élève. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. FX, est-ce qu'on a des choses supplémentaires sur l'école? Oui, au niveau des usages, justement, ça faisait écho à ce qui vient d'être dit. Il y avait une notion de savoir utiliser l'espace numérique du travail et savoir le créer aussi. Et donc, ça fait aussi le pont avec les parents d'élèves. Et ils ont évoqué le projet de TNE. Donc, je vais te laisser en parler, Manuel. Territoire numérique éducatif, c'est justement le projet impulsé par l'Éducation nationale post-crise sanitaire, enfin post-confinement, et qui repose sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est fournir de l'équipement
aux établissements scolaires, donc qui ont vu débarquer des tablettes, des ordinateurs, des améliorations de leur connexion, etc., pour pouvoir être plus résilients au cas où la crise se reproduirait. Le deuxième axe, c'est la formation des enseignants et des équipes de direction, et elle est assurée par Canopé. Le troisième axe, c'est les ateliers e-parentalité de formation des parents les plus en difficulté avec les outils numériques. Il est assuré par des structures de médiation numérique sur les territoires d'expérimentation ayant été l'Aisne et le Val d'Oise. Et le quatrième axe, c'est un réseau des parents ressources, des volontaires, des bénévoles qui sont parents ressources pour l'école, qui est animé par les assembleurs. Voilà. Juste pour rebondir, effectivement, ce qui était intéressant, on a beaucoup parlé de la difficulté à parler de coéducation numérique avec juste un face-à-face entre les parents et l'école, que c'était difficile d'organiser ce dialogue de manière fructueuse et que dès qu'on ouvrait soit aux structures d'éducation populaire, sportive, de loisirs, de culture, en fait, au monde associatif et aux partenaires, ça peut être les médiathèques aussi, les partenaires territoriaux, tout à coup, ça faisait comme une bulle d'air, ça permettait de ce que tu disais, hein, de remettre la réussite éducative dans un contexte où la réussite scolaire n'est qu'une partie. Et ça, c'est quelque chose qui paraît intéressant, cette idée de créer un espace pour parler de réussite éducative et de coéducation, au-delà de simplement le dialogue parents-école. On a aussi parlé de l'intérêt de passer par des projets pédagogiques et par la pratique, plutôt que de passer du temps à expliquer comment fonctionne l'ENT, l'espace numérique de travail, donc à des parents ou à des enseignants d'ailleurs, que ça pouvait être intéressant de travailler avec des enseignants à créer des projets pédagogiques en situation qui font qu'à la fin, on a utilisé plein de fonctions de l'espace numérique de travail en action à travers une activité éducative pour les enfants. Voilà, et on va encore nous dire que la campagne passe toujours en dernier. Et pourtant, les gens qui me connaissent savent que dans mon cœur, ça n'est pas comme ça. Et c'est aussi parce qu'il est plus proche de moi qu'il passe le dernier. Physiquement, il est là. C'est Robin qui donc je rappelle, est représentant de la coopérative numérique des 7 vallées et qui a participé à ce titre à l'atelier sur la médiation numérique en ruralité, qui va clôturer ce premier tour de table et qui sera sans doute le dernier vu qu'on a déjà dépassé l'horaire, et donc clôturer cette journée finalement en mettant la campagne donc en point d'orgue absolu de cette journée. Merci Emmanuel, quelle responsabilité, je vais essayer d'être court malgré tout. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce petit confetti enclavé entre Arras et le Touquet au fin fond de l'ancien Nord-Pas-de-Calais, et qui est un petit territoire merveilleux avec des vallées, il y en a 7, les 7 vallées, et qui avait vraiment besoin de dynamiser ses potentialités par rapport au numérique, parce que très loin de tout, et très loin aussi du numérique. Alors, c'était finalement certainement une bonne illustration pour tout le sujet du numérique en ruralité, mais on a quand même évoqué d'autres actions qui sont celles du FETOU numérique, mais qui ne sont pas du tout des Hauts-de-France, ainsi que le bus Germaine. L'Aisne fait partie des Hauts-de-France. Non, Pas-de-Calais. Je suis un peu old school. C'est la deuxième fois que je suis pris en flagrant délit. Et par contre, j'emmène le bus numérique, là, on n'y est pas. OK. Et je trouve effectivement intéressant par rapport à la question qui était posée sur la mutualisation des moyens et faire connaître son offre de médiation numérique, d'évoquer ces expérimentations et pourquoi pas à l'avenir. J'ai déjà tarabusté Emmanuel et les assembleurs sur le besoin que moi j'éprouve, étant si loin, de faire venir les assembleurs chez nous et pourquoi pas d'organiser une espèce de caravane, comme on le voit pour les clubs Mickey, tournée des plages, de faire une tournée de la ruralité avec une caravane des assembleurs. Ça serait sympa. Et pourquoi pas des points d'appui locaux, ce serait peut-être une bonne idée. Et finalement, par rapport à toutes ces expériences, celle dont je voudrais vous toucher 2 mots, c'est la coopérative numérique, qui est une réponse qu'on a tenté de constituer pour justement résoudre cette équation, la mutualisation.
dans un endroit où on n'est pas très nombreux, on est 30 000, on est loin de tout, donc il faut mutualiser. Il faut trouver des solutions économiques, être un peu même bon sens paysan et retrousser les manches tous ensemble, etc. D'où l'idée avec cette coopérative numérique d'être une coopérative, un tiers-lieu hybride associatif et résolument marqué dans l'ESS, qui s'appuie sur une association, mais qui est aussi coportée par une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et là, on fait feu de tout bois pour essayer d'être le plus adapté à l'ensemble des potentialités qu'on va pouvoir mettre en œuvre à travers les partenariats, les subventions et le déploiement de nos actions. Donc, pour cette mutualisation, la coopérative est intéressante parce que elle est coportée par l'intercommunalité. On est, il faut le préciser, surtout qu'il y a Clairvoyant ici qui m'en voudrait qu'on a été labellisé tiers-lieu numérique des Hauts-de-France, ce qui a été un effet de boost assez redoutable, assez incroyable. Et que ce coportage par l'intercommunalité et les partenaires locaux, il y a tous les autres bien sûr, nous permet de mutualiser les choses et notamment les conseillers numériques. Nous les hébergeons et nous les animons, les conseillers numériques de l'EPCI ainsi que ceux des communes, notamment le Bourg-Centre, qui nous permet d'offrir à partir de la coopérative numérique, dans notre tiers-lieu, une prestation au comptoir de médiation numérique, un petit peu comme celle de Pop Café, en proximité et de façon complètement informelle, tout à fait sympathique, accessible. Au-delà, on imagine sur la coopérative numérique, on est en train de bâtir une conciergerie de territoire avec des services qui seraient dignes de ceux d'une fabrique de territoire. Malheureusement, on a loupé la candidature fabrique de territoire, on n'a pas été retenu, on était nombreux. Mais cette conciergerie est certainement une façon d'aller encore plus loin dans la mutualisation des moyens, en emmenant avec nous l'ensemble de nos partenaires pour à la fois des plateformes de services qui associent ce qu'on connaît à travers les plateformes de bon voisinage, les voisins, etc. Et puis toutes les plateformes un peu plus institutionnelles d'offres de services, de renseignements. Et puis d'avoir la traduction sur le terrain de services qui sont la transposition de services qu'on connaît en ville avec les Uber et compagnie et qui peuvent être des services en ruralité parce qu'un Uber aujourd'hui en ruralité chez nous, ça ne fait absolument pas sens. Donc, c'est un travail qui est fait avec les partenaires comme les recycleries locales, les banques alimentaires, etc. Et qui fonctionne avec les acteurs du tourisme. C'est un acteur économique important pour proposer des services de nettoyage de gîtes, etc. Donc, d'essayer d'être un peu tout azimut dans le déploiement de l'offre de services numériques et donc de médiation qui va avec parce que du coup, les acteurs du tourisme sont aussi, on en parlait en tant que professionnels, des gens qui ont besoin d'être acculturés au numérique à titre personnel ou professionnel. Donc voilà l'exemple pour cette façon de mutualiser, l'exemple le plus marquant. J'espère que ce n'est pas trop long. FX, as-tu quelque chose à faire rebondir sur ce sujet? Oui, que tu as animé d'ailleurs toi-même, je crois. Il y a vraiment un besoin d'animation territoriale qui a été décelé justement pour mettre en musique et faire coopérer les différents acteurs de la ruralité au niveau de la médiation. Et également, c'est ressorti ce matin dans l'atelier, c'était au niveau de la sensibilisation des prescripteurs, justement, avec un espèce de guichet unique dans les milieux ruraux. Je pense par exemple aux maisons France Service, etc., qui peuvent être cette porte d'entrée unique pour les usagers pour ensuite réorienter l'usager vers les différents lieux de médiation. Et ensuite, il y avait vraiment, encore une fois, cette volonté de se mettre en réseau, de se rendre visite, partager et animer des temps collectifs entre acteurs ruraux. Mais je crois que là, excuse-moi Fix, mais je crois que là, tu es allé sur les deux autres points et que je n'avais pas encore évoqués, mais en fait, c'est intéressant. Puisqu'il s'agissait... On était tous à traiter 3 questions. Et donc, pour la deuxième, le contexte rural lui-même et la problématique par rapport au contexte. Quelle est la problématique particulière? Le contexte rural, avec la mobilité que tout le monde évoquera facilement concernant la ruralité. Depuis les Gilets jaunes, on le comprend, mais c'est une chose de le comprendre, c'est une chose de le vivre. C'est plus qu'une problématique. C'est une équation impossible. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très concret, de très alarmant à prendre en compte. Et derrière, on a des usages qui sont peut-être moins diversifiés. On pourrait dire on a tous les mêmes noms. Ils sont un peu moins diversifiés. Pour partie liés à cette mobilité très difficile et pour partie liés au contexte peut-être sociodémographique. Mais pour l'illustrer, j'irai, on est peut-être en ruralité champion des achats sur Amazon et par contre beaucoup moins acheteurs de services type Uber pour acheter les pizzas du samedi soir.
Donc là, on retrouve un peu de sociologie, un petit peu de praticité, etc. Donc voilà sur le contexte rural qui est la problématique en elle-même, réellement. Et sur les pratiques à reproduire, ce que tu évoquais, FX, à propos de la mise en réseau, je pense que, et là je ne voudrais pas donner l'impression de faire beaucoup d'appels du pied aux assembleurs, mais je pense que la pratique à reproduire, c'est le numérique en commun. Et une version peut-être même en duplex, on l'avait évoqué, avec les territoires, et puis bon, cette caravane qui circulerait. Mais je pense que c'est vraiment une bonne pratique à reproduire pour cette visibilité, cette mutualisation de moyens, et notamment par rapport aux élus qui, pour certains, 66 élus dans notre cas, sont pas tous, on a même des élus qui sont contre-productifs parce qu'ils veulent absolument faire leur médiation numérique eux-mêmes, rester maîtres. Après tout, ils n'ont plus la taxe professionnelle, il leur reste ça. Hein. Donc, on ne va pas travailler avec l'EPCI pour ces sujets-là. Et ça se traduirait pour moi la création d'une dynamique favorable, finalement, qui stimule les échanges entre tous les acteurs. Cette mise en réseau, c'est ça, c'est comment créer les conditions idéales pour une dynamique favorable. Pour moi, ça serait 3 aspects, c'est la mise en réseau, la mise en commun et la mise en branle. Et là, il y a des choses, notamment, Claire, ça va te parler pour la 3e, la mise en branle. C'est mise en réseau, c'est le retour d'expérience et les visites qu'on doit faire, ça c'est ce qu'on a évoqué. Effectivement, cette mise en réseau, elle est capitale, surtout quand on est loin de tout. Donc, on a besoin de se sentir plus proche et de transversaliser, de savoir que le fait tout, c'est aussi dans les Hauts-de-France. Et la mise en commun, c'est les communs. C'est tout ce qu'on va pouvoir avoir comme outils qui vont nous permettre de partager et d'occasions de partage. Et cette mise en branle, je pense à l'engagement, à l'action, c'est les feuilles de route numériques. Et beaucoup sont à réécrire, nous on va bientôt réécrire la nôtre, et d'autres ne sont pas encore écrites. Et je pense que là, c'est une occasion formidable, en écrivant ces feuilles de route numériques des EPCI, de pouvoir reposer les choses et de mettre une dynamique, remettre une dynamique sur le top de la pile. Et la mobilisation qui en découle, c'est la mobilisation des élus, des proscripteurs. Je trouve que ça, c'est vraiment l'essentiel quand on est en ruralité, d'être sûr d'avoir le soutien maximum des élus parce qu'ils auront compris. Et là aussi, les assembleurs et la région et l'ensemble des acteurs, entre guillemets, institutionnels, peuvent jouer leur rôle en venant nous voir, en évangélisant avec nous, en montrant que ce sont des sujets qui ne sont pas que de vagues utopies de porteurs de projets locaux, d'agitateurs, de problèmes, mais qu'il y a une vraie problématique qui dépasse le territoire. Merci. Merci Robin. On vous avait convié ce matin pour répondre à la question où se fait la médiation numérique aujourd'hui. Vous l'aurez compris, elle se fait à l'école, elle se fait dans les villages et dans les campagnes, elle se fait dans les entreprises, en association, en santé, dans les tiers-lieux et dans beaucoup d'autres lieux encore. Elle se fait auprès de publics toujours plus spécifiques, avec des approches et une offre de services toujours plus pointues. La médiation numérique, on parlait il y a quelques années de lieux de médiation numérique où on pouvait faire un peu de tout. C'était hier et demain reste à écrire. Merci d'avoir été là si nombreux. Bonne soirée. Alors, c'est difficile de prendre la suite de Monsieur Loyal. Alors, il faut savoir que l'idée de la caravane du numérique, c'est aussi une idée d'Emmanuel qui veut nous faire un Burning Man du numérique. Donc, on vous prévient, ça va arriver bientôt. Non, juste un petit mot de conclusion de ma part, simplement pour vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui, à vous tous, à tous ceux qui ont contribué à faire cette journée, ceux qui ont participé aux ateliers, etc. Et puis, je voulais vraiment, très sincèrement, dire un grand merci et un grand bravo à l'équipe des assembleurs, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Et tout particulièrement, vraiment à quelqu'un, elle est là, elle se cache, elle est super discrète, mais c'est Julie. Julie, c'est notre directrice com. Et sincèrement, c'est elle qui a tout fait. Des petits pains au chocolat de ce matin à la programmation des ateliers, tout. Donc vraiment un grand bravo. Tu peux venir, Julie, parce que... Et c'était pas facile. Et elle s'est dépatouillée avec nous tous, avec toutes nos idées qui vont dans tous les sens, et elle a su tirer quelque chose pour faire ce programme. Donc, merci et bravo à Julie. En effet, il y a beaucoup d'idées chez Pop et chez les assembleurs. Donc, mais par contre, il y a aussi une belle équipe. Et donc, un grand merci à toute l'équipe qui nous a beaucoup aidé là, ces derniers jours. Donc, c'est vraiment chouette.
Et puis juste, Emmanuel, je te laisse dire un mot. Après, comme NEC, vous savez, en fait, c'est pas un événement. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, il y a des NEC nationaux, il y a des NEC locaux. Et dans 15 jours, on a un autre NEC dans la région. Et Jamel Déficience va venir nous en parler quelques minutes. Emmanuel, je te laisse peut-être dire encore un mot et puis on passe la parole à Jamel. Ok, eh ben, moi c'était juste pour rappeler les prochaines étapes qu'on évoquait très rapidement ce matin. J'évoquais la transformation de l'assembleur en société coopérative d'intérêt collectif. Donc on reviendra, voilà, on reviendra vers tout le monde, sans doute début 2022, pour reparler de cette prochaine étape très importante dans la vie de la structure, pour continuer à mener cette démarche coopérative au service de l'inclusion numérique. Et je passe la parole à Jamel pour la suite de l'aventure NEC à Maubeuge. Merci Emmanuel et merci en tout cas de nous accorder quelques instants. Effectivement, il y a une belle journée aujourd'hui, on sait où se passe la médiation. Et après cette belle journée, je vous invite effectivement à nous rejoindre en Sambre-Avesnois-Thiérache. On a parlé un peu tout à l'heure d'autres territoires un peu plus ruraux. La Sambre-Avesnois-Thiérache, ce n'est pas que rural, il y a aussi, c'est une partie rurale, mais il y a aussi la ville de Maubeuge et toute l'agglomération. Donc on a ce contexte à la fois hyper urbain, mais aussi avec une ruralité très en difficulté. Emmanuel Macron est venu il y a quelques semaines sur le territoire de la Sambre-Avesnois-Thiérache pour redonner des moyens sur un territoire qui est parmi les territoires les plus en difficulté de France métropolitaine. Les indicateurs de pauvreté sont quasiment ceux qu'on peut retrouver dans les quartiers nord de Marseille ou dans les territoires d'outre-mer, par exemple. Dans les territoires, voilà, c'est vraiment des indicateurs qui sont vraiment très difficiles. Alors, notre événement, pour être très rapide, alors que nous, d'accord, voilà, bon. Alors, vous allez sur le site au pire, efficient59.fr. On a un événement, donc NEC, un NEC local, où on va zoomer sur le territoire de la Sambre-Avesnois et de la Thiérache. Voilà, donc il y a des... Bon, c'est pas grave, voilà, nickel. Voilà, donc super. Donc plusieurs événements. Alors nous on l'a fait sur plusieurs jours, on a un peu plus de temps, en Sambre-Avesnois-Thiérache. On a pris le temps de pouvoir évoquer le sujet. Donc avec une matinée du 14 décembre autour de faire un peu le focus de tout ce qui se passe sur notre territoire. On a réussi sur notre territoire, la Sambre-Avesnois-Thiérache, à créer du lien entre acteurs de terrain, des acteurs qui sont vraiment en proximité, que ce soit les centres sociaux, un certain nombre d'associations qui sont à la fois en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. Et aussi une tradition qu'on a chez nous, c'est l'idée de faire ces temps de co-création collective, ce qu'on appelle les hackathons, pour essayer d'intégrer, en tout cas au niveau local, cette façon de trouver des solutions, en tout cas avec les compétences locales, à la fois du numérique et aussi de l'action sociale. Voilà, donc un numérique autour, en partenariat, notamment un NEC en partenariat aussi avec l'Institut social de Lille, qui a une antenne sur Maubeuge, qui forme donc les assistantes sociales sur le territoire, et avec les numériciens, avec tous ceux qui sont branchés sur l'inclusion numérique, essayer de construire ensemble des solutions en intégrant les acteurs, les collectivités et l'ensemble de nos partenaires. Voilà, donc je fais l'essentiel. C'est effectivement une aventure, hein. Il y a le NEC ici, il y a le NEC aussi dans 2 semaines. Vous pouvez y participer et merci encore pour ce temps de parole. Merci. Et comme je disais ce matin, plusieurs d'entre vous étaient intéressés par le fait de rencontrer la Mednum. Donc l'équipe de la Mednum sera présente au pot, là, qui est là tout de suite. Nasta, Naël, Guilhem qui est arrivé tout à l'heure. Donc on est à votre dispo pour parler Mednum pour ceux qui le souhaiteraient.